Avant-dernière bactérie digestive de grande importance, avant de parler à la toute fin du cours de Clostridium difficile, aujourd'hui on va évoquer le choléra et puis des bactéries incurvées qui sont très importantes mais qui donnent des affections moins graves, qui sont Campylobacter et Helicobacter pylori. On va parler du choléra. Oh! Ah oui, c'est spécialement petit. Bon. Écoutez, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Qui a le polycopier? Dites-moi. C'est pas beaucoup. Écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut faire. On peut attendre 5 minutes qu'on essaye de nous agrandir l'image, ou sinon je peux commencer le cours. Écoutez, vous aurez mon commentaire. On va commencer comme ça, j'espère qu'ils vont intervenir. Et de toute façon, le polycopier est disponible et la version podcastée sera disponible avec le commentaire. Bien, donc on va discuter et non pas regarder les diapositives. Le choléra, c'est une maladie que vous allez peu rencontrer dans votre vie, à moins de faire de l'humanitaire. C'est vraiment une maladie des zones surpeuplées, des zones les plus défavorisées du globe. Bon, écoutez, il n'y a pas moyen de faire autrement, donc on va essayer de se concentrer sur le texte plutôt que sur les diapositives. Donc une maladie des zones surpeuplées et défavorisées, c'est une maladie qui n'arrive jamais en France, sauf éventuellement des retours de voyageurs. Mais pour vous donner une idée, en 2005, il y a eu 2 cas importés en France, c'est tout. Je crois que depuis 1992, il n'y a pas eu un cas endogène français de cette maladie. Néanmoins, c'est une des grandes maladies de l'histoire. C'est une maladie qui a tué énormément sur tous les continents. C'est elle qui a donné lieu à la création d'un terme qui s'appelle la pandémie, ces épidémies qui touchent les 5 continents. Et elle est extrêmement répandue dans le monde, notamment dans le sous-continent indien et en Afrique, comme on va le voir tout à l'heure. Les causes du choléra, en dehors de Vibrio cholerae, sont la dénutrition, l'absence d'hygiène hydrique, et ça va frapper spécifiquement les âges extrêmes de la vie, en particulier les enfants. Le réservoir est un réservoir, semble-t-il, exclusivement humain. C'est une maladie humaine, ce n'est pas un commensal du tube digestif d'autres animaux, mais c'est une bactérie qui a une grande capacité de survie environnementale. Elle vit dans l'eau, elle tolère très bien la salinité. On ne va pas vraiment la trouver en mer, on va la trouver dans les estuaires, on va la trouver dans les rivières, et naturellement on va la trouver dans toutes les nappes phréatiques ou dans toutes les sources d'eau contaminées par des déjections humaines. Il semble qu'il y a un rôle de la carapace de certains crustacés, et en particulier des crevettes, ce qui n'est pas du tout anecdotique, puisque vous savez peut-être qu'une des ressources importantes de pays comme le Bangladesh, très touché par le choléra, c'est l'élevage de crevettes. Eh bien, il semble qu'il y ait des récepteurs sur la carapace dorsale de certains crustacés qui favorisent l'attachement et la protection de Vibrio cholerae et son transport et sa transmission à l'homme. Néanmoins, c'est vraiment une maladie humaine avec un réservoir humain. C'est une maladie qui a été limitée au sous-continent indien jusqu'au début du XIXe siècle. Et c'est à partir de là que débutent de grandes vagues épidémiques qui vont toucher les 5 continents et qui prennent le nom de pandémie, depuis la première jusqu'à la 7e. La 7e qui a commencé en 1961, ça fait donc une quarantaine d'années qu'elle dure. Elle a commencé en Indonésie et elle s'est étendue absolument partout, y compris en France, en Europe, en France via le sud de la France en 1965. Donc ça reste une maladie qui peut émerger dans des pays comme le nôtre, bien que les conditions d'hygiène maintenant soient beaucoup plus favorables. Et puis, dernier événement historique, en 1992, on voit émerger une nouvelle souche qui est une adaptation de la souche historique précédente, qui s'appelle le Vibrio cholerae O1. La nouvelle version s'appelle O139, et il semble que sa capacité à disséminer et à donner des infections va en faire la souche de la 8e pandémie. Il est donc important d'être capable de l'identifier quand par hasard un patient en est atteint. Alors les caractéristiques maintenant épidémiologiques de la maladie, c'est la contagiosité. La contamination fécale est tellement massive, vous allez le voir tout à l'heure, la diarrhée cholérique, c'est vraiment la diarrhée la plus importante en volume, des pertes
qui peuvent aller jusqu'à 15 litres d'eau par jour, donc vraiment quelque chose de très important. Et ça va donner, dans les pays défavorisés, les pays dans lesquels l'hygiène hydrique est mauvaise, ça va donner un nombre de cas extrêmement important. Je vous ai donné ici 300 000 cas par an au Bangladesh dans les années 70. C'est maintenant une maladie qui est plus spécifiquement africaine dans sa gravité. Grandes épidémies en République démocratique du Congo dans les camps de réfugiés suite aux différentes guerres et notamment au conflit ethnique au Rwanda. Énorme épidémie également en 2002 au Malawi, un autre pays africain très défavorisé. Donc de nombreux cas à chaque fois et naturellement de nombreux morts, en particulier chez les petits-enfants. L'incubation est en général rapide. Les sujets n'ont que peu de barrières digestives, comme ils ne mangent jamais, ils n'ont pas d'acidité gastrique dans l'estomac. Pas d'acidité gastrique, pas de barrière, n'importe quelle bactérie rentre facilement. Et selon la taille de l'inoculum, les débuts des symptômes vont survenir quelques heures à éventuellement quelques jours après la contamination, mais plutôt quelques heures après. C'est une maladie qui se traduit par une absence de fièvre complète qui contraste avec la sévérité de la diarrhée. Ce sont des diarrhées extrêmement violentes, elles sont aqueuses, c'est vraiment de l'eau avec un aspect légèrement turbide qui évoque le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire de l'eau de riz, comme de l'eau de cuisson de riz, et qui provoque une déshydratation et des troubles électrolytiques majeurs. Il y a une fuite d'électrolytes qui est gigantesque, à la fois une fuite de chlore, on le verra, active par les cellules épithéliales digestives, et en plus une inhibition de l'absorption du sodium. Et donc ce sont ces troubles électrolytiques qui vont être à l'origine des décès par collapsus cardiovasculaire, la mort survenant, selon l'état des patients, dans 25 à 50% des cas. Donc c'est une maladie qui est absolument non invasive, qui ne donne pas de fièvre. C'est finalement un microbe qui ne rentre pas dans l'organisme, il reste finalement confiné dans le tube digestif où il y passe transitoirement et il provoque une maladie majeure. Alors, vous avez sur cette photographie deux enfants souffrant de diarrhée dans des conditions un petit peu différentes. Voilà un nourrisson qui, bien que malade et à la diarrhée, a quand même un aspect relativement normal. Il a juste un peu maigri. Et là, vous avez l'exemple d'un enfant après 4 jours de choléra, une déshydratation absolument massive, on dirait un écorché, on voit chaque muscle. Les yeux sont sortis des orbites et c'est vraiment une maladie, une déshydratation, c'est la déshydratation majeure. Alors comment est provoquée cette infection? C'est vraiment, de point de vue physiopathologique, quelque chose de très original. D'abord, les vibrios sont des bactéries environnementales qui sont extrêmement mobiles, elles ont un flagelle derrière, elles peuvent se déplacer très très vite dans l'eau, envahir les milieux, elles se multiplient très vite, et puis elles sont capables de résister, on l'a vu tout à l'heure, à la salinité des milieux, elles peuvent vivre dans des eaux qui sont légèrement salées, et d'autre part, il y a une grande résistance aux variations de pH, ça résiste pas très bien au pH acide, mais ça résiste très très bien au pH basique. Néanmoins, il existe des mécanismes spécifiques qui vont expliquer l'infection, et le premier, c'est l'affinité pour le mucus qui recouvre les entérocytes de notre tube digestif. Les vibrions vont pénétrer à l'intérieur de ce mucus, qui est pourtant une substance qui est difficile à atteindre pour les bactéries, ils vont rentrer à l'intérieur, et il semble qu'ils aient à l'extrémité polaire de la cellule, près du flagelle, les souches virulentes aient un système de pili, vous vous souvenez, ces petits poils. Les pili ici s'appellent les pili TCP, qui pourraient jouer le rôle d'adésine. Alors c'est une chose assez intéressante de voir comment les choses se sont produites au cours du temps. À partir d'une souche de Vibrio cholerae absolument inoffensif, ancestrale, il y a eu acquisition des gènes encodant ces fameux pili. Les pili, si vous aviez le dessin sous les yeux, vous verriez qu'au bas de la banane qui représente la bactérie, vous avez le flagelle ici en rouge qui se devine, et ici vous avez cette petite touffe de pili. Et cette petite touffe de pili, semble-t-il, peut médier l'adhésion aux cellules épithéliales une fois que le mucus a été franchi par les bactéries. Mais ces pili TCP n'ont pas servi qu'à ça. Ils ont également été le récepteur d'un phage. On a déjà parlé de phages, vous savez, ce sont les virus des bactéries. Eh bien, ces souches de Vibrio cholerae, pas très virulentes, TCP+, grâce à l'extrémité TCP ou à cause d'elle, ont accueilli un phage qui encodait la toxine cholérique. Donc,
via cette petite touffe, ici, de pili, il y a pu avoir fixation d'un phage encodant une toxine extrêmement puissante qui est la fameuse toxine colérique, la toxine CTX. Cette toxine est présente dans les souches du sérotype O1 et du sérotype émergent O139. Donc si on résume l'infection, c'est une couche d'entérocytes qui reste intacte, avec sa bordure en brosse intacte, à la différence de ce qu'on a vu dans la plupart des infections dues aux entérobactéries. La bactérie est capable, à partir de la lumière digestive, de franchir la couche de mucus, grâce possiblement à son flagelle, à sa grande mobilité, et elle est capable de se fixer de façon peut-être spécifique à la surface des entérocytes via son pilus. Elle va alors produire la toxine. La toxine est une toxine composée de deux structures, les structures B, qui sont ici en pentagone, qui vont servir à la fixation du complexe toxinique sur la membrane de l'entérocyte. Donc c'est la sous-unité B, ici, les 5 sous-unités B, et elle se fixe sur un ganglioside membranaire, qui est le ganglioside GM1, et à ce moment-là, ça va permettre à la toxine A, qui est unique et en position centrale, d'exercer son effet. Son effet, c'est l'activation d'un enzyme très important à l'intérieur des cellules qui s'appelle l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase, c'est le système ou les systèmes enzymatiques qui sont capables de transformer l'ATP en AMP cyclique. Et l'AMP cyclique, dans les entérocytes, est responsable de la fuite d'eau et de la fuite de chlore, donc de la sécrétion active de l'eau dans la lumière du tube digestif. Et c'est ce qui va provoquer cette diarrhée extrêmement abondante, la toxine colérique étant très très efficace. Ça va également bloquer l'entrée du sodium, c'est la petite flèche qui est ici et que vous ne voyez pas. Et cette conjonction de la fuite d'eau, de la fuite de chlore et de la non-absorption du sodium va entraîner les désordres électrolytiques majeurs qui conduisent, je vous le rappelle, parfois dans 50% des cas, à la mort des patients. Alors comment est-ce qu'on va faire le diagnostic? C'est un diagnostic auquel les microbiologistes français et européens sont très peu confrontés, sauf ceux qui ont été se balader dans les pays concernés. Et ils ne peuvent pas le faire en routine. Il faut absolument les prévenir. Donc si d'aventure vous êtes confronté à un patient chez qui vous suspectez un choléra, alors vous devez prévenir le biologiste auquel vous vous adressez du risque colérique et donc de la nécessité de faire une coproculture orientée vers la recherche de Vibrio cholerae. Alors cette recherche peut être faite directement dans la phase initiale de la maladie, mais le plus souvent, il est utile de pratiquer un enrichissement en bouillon alcalin. Donc on prend un bouillon de culture, mais un bouillon de culture à pH 8, et ce pH 8 empêche la prolifération des bactéries classiques digestives et ne laisse que le Vibrio. Comme en plus celui-ci se multiplie à toute vitesse, on va avoir une production très importante de la bactérie qu'on peut ensuite isoler sur des milieux de culture. À l'examen direct, Vibrio cholerae présente un aspect tout à fait caractéristique. C'est fait en banane ou en virgule, qu'on voit ici. Donc il est incurvé avec une seule incurvation. Et il est extrêmement mobile quand on le regarde à l'examen direct sans coloration. On a vu tout à l'heure qu'il possédait un flagelle polaire. Alors la culture est facile, elle est rapide, mais naturellement, vous imaginez bien qu'avoir des milieux de culture, avoir des étuves, avoir un bouillon pour l'enrichissement, ça n'est pas ce qui se trouve le plus facilement dans les pays concernés. Et donc elle va être quand même très très onéreuse pour les situations épidémiques dans les pays défavorisés. L'identification ensuite dans un laboratoire d'un pays développé, elle est sans aucune difficulté. On utilise les galeries d'identification des entérobactéries, les galeries API20E, que vous aurez l'occasion de manipuler en TP. La grosse différence avec les entérobactéries, c'est la présence d'une oxydase. Vibrio cholerae est une bactérie oxydase+. Autrement, elle possède de très nombreux caractères qui lui font ressembler à des entérobactéries classiques. Donc le diagnostic est vraiment très simple et en plus il est dans un contexte clinique qui est tout à fait net. Alors ensuite il va falloir affirmer que la souche de Vibrio cholerae qu'on a isolée est bien une souche potentiellement pathogène. Donc on va procéder à son sérogroupage O1 ou O139. On fait ça par une petite agglutination sur une lame, quelque chose de très rapide avec des sérums qui contiennent des anticorps anti-O1, anti-O139 et puis pour des raisons épidémiologiques, étant donné que le sérotype classique O1
est divisé en sous-groupes, eh bien, il y a 2 sous-groupes qui sont détectables par un second sérotypage et qui s'appellent Inaba et Ogawa, peu importe. Tout ça n'est pas très important. L'essentiel, c'est O1, O139. Et puis, il y a eu un grand progrès diagnostique dû à la médecine humanitaire et puis dû à l'implantation notamment de l'Institut Pasteur dans de nombreux pays touchés par le choléra. C'est une détection par une bandelette diagnostique, une simple bandelette qu'on trempe soit dans les selles, soit dans une préculture très rapide faite sur les selles. Eh bien, cette bandelette diagnostique, il y en a plusieurs qui sont commercialisées, mais vraiment celle qui a été reconnue la plus efficace, la plus facile à manier et la plus sensible, c'est celle de l'Institut Pasteur, qui a été développée conjointement à Paris et à Madagascar, et qui va reconnaître à la fois des déterminants des souches O1, des déterminants des souches O139 et la production de toxines cholériques. Donc avec ça, quand vous avez un test positif sur la bandelette, eh bien, vous avez un véritable diagnostic du choléra. Ça se fait en quelques secondes. C'est un gros progrès thérapeutique et vraiment un des très bons aspects de la médecine humanitaire. C'est un test qui a été développé sans aucun espoir de profit par l'Institut Pasteur, mais qui apporte vraiment énormément à la communauté humaine. Alors, comment est-ce qu'on prévient et comment est-ce qu'on traite le choléra? C'est la prévention qui va être absolument essentielle, la prévention de la prolifération de la maladie, spécialement dans les zones de forte concentration et en situation épidémique. Et pour ça, il y a un dispositif qui est représenté ici, et que vous voyez sans doute assez mal, qui est un lit de camp, simplement, très simple. Et ce lit de camp, à l'endroit où le patient va être couché sur le dos, il est muni d'un trou, un peu comme une chaise percée, et il y a un seau gradué en dessous. Ce seau gradué va permettre d'évaluer la quantité de sel émise dans la journée, donc la quantité d'eau dont il va falloir remplir le patient pour le réhydrater. Donc la mesure est extrêmement importante, et puis qui va permettre de recueillir également les prélèvements nécessaires au diagnostic. Alors comme d'habitude, les vœux pieux, on peut prévenir le choléra par une bonne hygiène hydrique, par la lutte contre la faim, et vous savez ce qu'on en a dit précédemment. Alors il existe des vaccins, il y a 2 vaccins, ils sont malheureusement extrêmement peu efficaces, ils ont été dessinés pour contrer la 7e pandémie due au Vibrio cholerae O1. Ils ne sont pas efficaces sur O139. Et leur gros défaut, c'est qu'ils sont destinés contre des... Ils sont constitués d'antigènes de surface qui sont des antigènes polysaccharidiques, donc des sucres, dont vous savez qu'ils sont assez peu immunogènes. En particulier, ils ne provoquent pas de réponse immune durable thymodépendante. Et il y a maintenant de très nombreux essais pour coupler ces antigènes de surface polysaccharidiques à l'anatoxine diphtérique pour essayer de faire rentrer le complexe à l'intérieur de cellules et produire une immunité thymodépendante efficace. Le traitement est un traitement qui exclut les antibiotiques. D'ailleurs, ils ne sont pas disponibles dans les pays concernés. Et c'est essentiellement la réhydratation qui doit être majeure. Alors, je ne vous ai pas précisé une chose, mais c'est que pour compliquer la situation, non seulement le choléra donne une diarrhée intense, mais il donne des vomissements qui sont parfois spectaculaires, d'où parfois, ou même souvent, l'impossibilité dans la phase initiale de la maladie de réhydrater le patient péros. Bien, néanmoins, on dispose de sachets électrolytiques, enfin de sachets qui contiennent des électrolytes dans des proportions qui ont été déterminées par l'OMS et par l'UNICEF. Ces sachets sont très facilement disponibles, en tout cas via les organisations humanitaires, et ils permettent la réhydratation très efficace des patients. L'antibiothérapie est donc sans intérêt. De temps en temps, elle a été utilisée. Elle est utilisée quand les voyageurs atteints de choléra la demandent. Elle peut être à base de tétracycline, elle peut être à base du Bactrim, le cotrimoxazole. Ça ne sert pas à grand-chose. Chez le sujet bien nourri et bien hydraté et pris en charge médicalement, le choléra ne pose aucun problème de guérison. Et la seule chose qu'on risque de provoquer en utilisant les antibiotiques, c'est l'émergence de souches résistantes qui s'est produite notamment en Afrique à très large échelle, ce qui fait que maintenant on essaye le moins possible d'utiliser d'antibiothérapie. Voilà. Voilà pour le choléra. Dernier point, maladie à déclaration obligatoire. Ça reste quand même un des grands fantasmes infectieux de l'humanité. À côté de Vibrio cholerae, il existe d'autres vibrio pathogènes.
qui ont émergé et ont été assez largement publicisées au cours des 10 dernières années. D'abord, il y a des souches de Vibrio cholerae qui ne produisent pas la toxine, mais qui donnent quand même des diarrhées. Alors, ce sont des diarrhées qui sont beaucoup moins importantes, mais ça peut arriver et on peut être amené à diagnostiquer des infections à Vibrio cholerae de sérotypes qui ne sont ni O1 ni O139. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas du tout la même importance. Et il faut être capable, dans un laboratoire, de faire la différence entre O1 et O139 par une petite agglutination sur l'âme et les Vibrio cholerae non toxinogènes. Donc, à côté de ces souches non toxinogènes, d'autres espèces, et en particulier Vibrio parahemolyticus, qui est un germe très important au Japon notamment, puisqu'il provoque des toxi-infections alimentaires assez graves, liées en général à la consommation de poissons, et notamment à la consommation de poissons salés, puisque Vibrio parahemolyticus partage avec de nombreux Vibrio et Vibrio cholerae ce qu'on appelle une allotolérance, c'est-à-dire une tolérance au sel, et il va survivre dans des milieux de conservation dans lesquels les autres bactéries ne survivent pas. Donc ça donne des formes collectives, donc des toxi-infections alimentaires collectives, ou TIAC, et il faut absolument penser, lorsqu'on cherche à isoler ces bactéries, à mettre du sel dans les milieux. Ça ne pousse, alors que Vibrio cholerae poussait un peu partout, y compris dans les milieux dans lesquels il y avait du sel, Vibrio parahemolyticus ne pousse que si l'on supplémente les milieux en sel, ce qu'on ne fait pas d'habitude dans les laboratoires, d'où la nécessité, là encore, d'orienter le biologiste qui va faire le diagnostic. Et puis à côté de cette bactérie qui donne des infections digestives, deux autres Vibrio qui donnent des infections, alors plutôt des infections cutanées, transmission directe sur des plaies, sur des excoriations, chez des gens qui manipulent des coquillages ou qui sont simplement au bord de la mer. Ça donne des infections cutanées et chez certains patients, plus ou moins fragilisés, une pénétration dans l'organisme avec des risques de septicémie. Or, ce sont des bactéries à gram négatif. Elles ont à peu près la même structure que les entérobactéries. Et vous imaginez bien que si elles se multiplient dans la circulation sanguine, on va avoir un choc septique à gram négatif dont on a suffisamment parlé jusqu'à maintenant. Ce sont des parasites des coquillages et ça fait partie de ces bactéries qui sont cherchées systématiquement dans les laboratoires de santé publique et qui font protester vivement les éleveurs d'huîtres de Bretagne et d'ailleurs, mais plutôt du bassin d'Arcachon, puisque quand une bactérie comme ça prolifère, on empêche la commercialisation des fruits de mer considérés. La contamination donc se fait essentiellement par l'eau et par les coquillages. Pardon. Bien. Alors, on va parler de bactéries maintenant qui sont assez différentes. Elles n'ont en commun avec Vibrio cholerae que le fait d'être incurvées. Ce sont des bactéries de grande importance, celles-ci, dans nos pays, en termes de quantité d'infections qu'elles produisent, de poids pour le système social et économique, mais qui donnent rarement des infections très graves. On va commencer par les campylobactères, et en particulier les deux principaux, Campylobacter jejuni et Campylobacter coli. On parlera à la fin d'une troisième espèce qui s'appelle Campylobacter fetus, et qui donne des septicémies chez l'enfant et l'immunodéprimé, mais qui est relativement rare. L'épidémiologie des infections à Campylobacter jejuni et coli provient du fait que ce sont des commensaux du tube digestif de très nombreux animaux, en particulier de la volaille et du porc. Donc on va les retrouver en contaminants alimentaires extrêmement fréquents. Dans les années 90, il est paru un certain nombre de papiers qui montraient des taux de contamination absolument incroyables, spécialement dans la volaille découpée. On avait l'impression, quand on allait acheter un filet de poulet au supermarché, il y avait plus d'une chance sur deux pour qu'il soit couvert de Campylobacter jejuni. Je ne sais pas si c'est toujours vrai ou si ça ne l'a jamais été, mais néanmoins, sachez que l'essentiel de la contamination se fait par la volaille et que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles on ne mange pas le poulet cru ou peu cuit. Le poulet est une viande qui se mange cuite comme le porc, pour des raisons essentiellement liées à l'infection à Campylobacter jejuni. Alors le fait que ce soit un contaminant alimentaire extrêmement fréquent avec plusieurs sources très communes va en faire le premier agent de diarrhée infectieuse en France. Pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu par rapport aux salmonelloses ou shigelloses, bien qu'il soit bien plus important en quantité? Eh bien probablement parce que ces infections sont peu graves et qu'en général, la plupart d'entre elles n'amènent pas à consulter. Néanmoins, ce sont de très bonnes diarrhées et vous avez probablement, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà expérimenté ce type d'infection. Le pouvoir pathogène, on va passer assez rapidement dessus. Il est dû essentiellement à la production d'une entérotoxine par ces souches. Donc elles sont absorbées, elles se multiplient dans le tube digestif. Et l'entérotoxine provoque une entérite. Ce sont des bactéries qui
vont donner une diarrhée qui est en général sans fièvre, mais néanmoins ce sont des bactéries invasives. Elles vont se ficher un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Vibrio cholerae, elles vont passer la couche de mucus, mais elles vont en plus rentrer dans les cellules et provoquer un délabrement, dans certains cas, de la muqueuse digestive qui va mettre du sang dans les selles. Donc c'est souvent un signe, c'est l'un des signes d'alarme qui va faire qu'éventuellement un patient atteint de diarrhée à campylobactère va consulter. Cette émission de sang dans les selles est néanmoins très inconstante. Et puis, grand intérêt à partir des années 80, dans le cadre de l'infection au VIH, on a observé chez ces bactéries qu'on ne retrouvait jamais dans les hémocultures, on a eu des septicémies. Et ces septicémies sont vraiment très souvent corrélées à l'infection par le VIH. Une septicémie à campylobactère, jejuni ou coli chez un patient doit, si son statut VIH n'est pas connu, amener à pratiquer un test pour savoir quel il est. Et puis, il y a un fort faisceau de présomption pour attribuer à Campylobacter jejuni ou à Campylobacter coli des responsabilités dans une maladie auto-immune, une polyradiculonévrite qui s'appelle la maladie de Guillain-Barré, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça vous dit quelque chose, Guillain-Barré? D'accord, hein, donc une maladie qui peut être tout à fait bénigne, avec des paresthésies, des fourmillements du membre supérieur, mais des formes cliniques qui peuvent être gravissimes avec des paralysies complètes qui mettent en jeu le pronostic vital du patient. Donc c'est une maladie très ennuyeuse, dont on sait qu'elle est immunologique et dont on pense qu'un certain nombre d'agents infectieux peuvent être à son origine. On avait vu ça avec les yersignoses et certaines arthrites. Et bien là, on pense que Campylobacter pourrait être un germe responsable de Guillain-Barré et également de certaines arthrites réactionnelles. Et puis très récemment, un très beau travail il y a 2 ans d'une équipe de Necker à Paris qui montre qu'un lymphome extrêmement particulier, gravissime, qui est le lymphome du MALT. Le MALT, c'est le tissu lymphocytaire digestif. Ce lymphome du MALT est dû à une infection à Campylobacter et ça a été clairement démontré. C'est ce qu'on appelle aussi la maladie des chaînes lourdes alpha. Donc là, une vraie corrélation directe, c'est la maladie qui entraîne la prolifération cellulaire de ce lymphome. Le diagnostic, il est à la fois difficile et puis pas souvent fait parce qu'il n'y a pas souvent de prélèvement. Néanmoins, maintenant, lorsque vous prescrivez une coproculture classique pour le diagnostic d'une diarrhée chez un patient, ou quand vous le ferez plus tard, eh bien, vous aurez obligatoirement la réalisation de cet examen par le laboratoire auquel vous l'aurez confié. Cette coproculture se fait sur des milieux sélectifs. Pourquoi? Parce que la bactérie pousse très difficilement, il faut des milieux très riches, mais surtout il faut tuer les autres bactéries, ou en tout cas les empêcher de pousser. Donc des milieux sélectifs, chers, très enrichis, et curieusement, bien que ce soit des bactéries aérobies, on a déjà vu ça précédemment, elles tolèrent très mal l'oxygène. Elles n'aiment pas une forte pression d'oxygène. On est donc contraint de les faire pousser, non pas en anaérobiose, mais sous une tension réduite d'oxygène, ce qu'on appelle la microaérophilie. Donc ce sont des bactéries à Gram négatif, elles sont incurvées, on va le voir, j'espère, je pense que vous ne voyez rien, je vous ai mis une photographie au microscope électronique, c'est plus simple. Donc campylo en grec, la racine veut dire incurvé, vous voyez qu'il y a une double incurvation, c'est un petit tire-bouchon, petite queue de cochon. Leur culture est donc fastidieuse, ça je vous l'ai dit. Et elles ont comme caractéristique essentielle d'être oxydase positive. Donc quand sur le milieu sélectif, en faisant un gramme, on voit des bactéries incurvées comme ça. En plus, elles bougent très très vite, un peu comme les vibrions. Et qu'elles sont oxydase plus, on sait qu'on a Campylobacter. Et ensuite, il y a des tests assez simples pour déterminer s'il s'agit de l'espèce jejuni ou coli, qui donne exactement le même type d'infection. Ce qu'on va rencontrer dans les hémocultures, cette fois-ci, c'est la 3e espèce, très différente, probablement d'origine digestive également, mais le diagnostic se fait essentiellement sur des flacons d'hémoculture. C'est une septicémie à gras moins, donc une infection grave, et c'est Campylobacter fœtus qui, en général, est impliqué dans ce cas-là. Là encore, une bactérie incurvée qui bouge très vite, uniquement dans les hémocultures, et oxydase positive en ne poussant que sur des milieux très riches. Pas de problème de diagnostic pour le laboratoire. Le traitement est assez particulier parce qu'il n'utilise aucun des antibiotiques qu'on a vus classiquement dans les autres infections digestives. Il est à base d'érythromycine.
Érythromycine, c'est plutôt un antibiotique contre les grammes plus, mais là c'est plutôt contre les grammes moins, puisque c'est un gramme moins, et ça marche très bien. Donc érythromycine, 3 fois 500 mg par jour, ça s'administre très bien Péros. Et si la forme est grave, ou s'il y a une bactériémie, chez un sujet immunodéprimé par exemple, on va rajouter, au moins pendant les 2 premiers jours, de la gentamicine. Et l'association érythromycine-gentamicine, c'est vraiment la référence de l'infection, du traitement de l'infection à Campylobacter quand elle est grave. Et étonnamment, l'infection à Campylobacter fœtus, cette septicémie, qui elle ne nécessite pas d'avoir un antibiotique qui diffuse à l'intérieur des cellules épithéliales digestives, ce traitement est complètement différent. Il est à base d'amoxicilline, de clamoxyle simplement, la bactérie étant extrêmement sensible aux antibiotiques. Voilà, on va terminer ce cours par une bactérie très importante qui s'appelle Helicobacter pylori. On va avoir avec Helicobacter pylori le cas d'une bactérie qu'on peut considérer comme un des commensaux les plus répandus chez l'homme, avec un pouvoir pathogène extrêmement important dans certains cas. La bactérie est présente dans le tube digestif, et notamment au niveau de l'estomac et du duodénum, d'un sujet sur 2 dans le monde. Donc 50% de la population, 50 personnes dans cet amphi au moins. Et par voie de conséquence, étant donné qu'elle a un pouvoir infectieux très important, elle va être à l'origine de l'infection chronique la plus répandue dans le monde entier. C'est en particulier l'agent étiologique de 80% des ulcères gastriques et de 90% des ulcères duodénaux. Alors vous n'avez pas connu cette époque-là, et moi presque pas non plus, mais néanmoins, un beau jour, on a découvert qu'une maladie dont on pensait qu'elle était liée au stress, qu'elle était liée à la consommation d'alcool, qu'elle était liée au tabagisme, qu'elle était liée à la prise de corticoïdes, cette maladie s'est avérée une maladie infectieuse. L'ulcère gastrique, l'ulcère duodénal, c'est une maladie infectieuse et c'est une maladie due à ce commensal qu'est Helicobacter pylori. Donc ça a été vraiment une révolution conceptuelle et ça a été quelque chose de tellement important que l'année dernière, le prix Nobel a été décerné aux découvreurs d'Helicobacter pylori et de l'infection. Le pouvoir pathogène est très intéressant parce que c'est une maladie qui touche les gens bien nourris avec une bonne sécrétion acide gastrique parce que la bactérie est capable de neutraliser l'acidité de l'estomac. Et croyez-moi, ça n'est pas une petite chose. Elle est capable de neutraliser le pH, qui est très bas. Je vous rappelle qu'il est à 2 à peu près au niveau de l'estomac. Elle est capable de le neutraliser par production d'un enzyme très actif qui est une uréase. L'uréase, c'est un enzyme qui est capable de cliver l'urée en 2 molécules d'ammoniac et une molécule de gaz carbonique. Or, l'ammoniac, comme vous le savez, c'est extrêmement alcalin et ça peut neutraliser très facilement les ions H+, de l'acide chlorhydrique gastrique. Et puis, à côté de ça, il y a un pouvoir invasif qui est très important. La bactérie est capable de franchir le mucus gastrique et elle est capable de s'enfoncer dans la muqueuse, provoquant une inflammation qui est gigantesque et qui est à l'origine des signes cliniques et notamment de cette gastrique très spectaculaire. Si certains d'entre vous ont fait une gastrite ou un ulcère à l'estomac, ils savent de quoi on parle. Ce sont des douleurs qui sont assez intolérables. L'évolution vers l'ulcère est relativement rare ou relativement importante, selon ce qu'on estime, 10% des cas, avec un certain nombre de facteurs favorisants, notamment les conditions socio-économiques, l'alcoolisme, le tabagisme. Et le cancer gastrique est une infection beaucoup plus rare et qui va ne survenir que chez 1% des 10% précités. Donc ça fait quand même pas beaucoup, ça fait 0,1% des infections, mais quand on pense qu'un sujet sur 2 dans la population humaine est colonisé, ça peut avoir une incidence très grande. Donc il est important de diagnostiquer cette infection lorsqu'on a un patient qui souffre de gastrite ou d'ulcère à l'estomac, et ça, vous êtes sûr d'en rencontrer dans votre vie, et beaucoup. Et le diagnostic est très original, c'est pour ça qu'on va s'y étendre un peu, puisqu'on a le temps. Le diagnostic qui repose essentiellement sur un test simple et non invasif, qu'on appelle un breath test. Breath, le souffle. C'est un test du souffle. Pourquoi? Parce qu'on va donner à un patient de l'urée pour regarder si, dans son tube digestif, Helicobacter pylori est capable de cliver cette urée.
Et l'urée en question, pour la différencier de l'urée physiologique, on va l'utiliser marquée au carbone 13, c'est-à-dire que le carbone qu'elle contient va être du carbone 13. Je vous rappelle que le carbone 13 est un isotope non radioactif du carbone, qui est très peu présent dans la nature et qu'on va pouvoir détecter par des techniques de spectrométrie. Alors voilà comment ça se présente. Voilà l'un des kits utilisables pour le patient, que vous pouvez tout à fait utiliser pendant une consultation. Vous avez donc, dans ce flacon, vous avez l'urée marquée, et puis on donne, concomitamment au test, de l'acide citrique, parce que quand on donne l'urée, la vidange gastrique est tellement importante qu'on éliminerait très très rapidement l'urée vers le bas du tube digestif, et que l'acide citrique, lui, va retarder la vidange gastrique de l'urée. Donc on donne ça au patient reconstitué dans de l'eau, il le boit, il y a une stase gastrique, et lors de cette stase gastrique, si Helicobacter pylori est présent, il va cliver grâce à son uréase, l'urée marquée au carbone 13, et donc produire, en plus de l'ammoniac, du gaz carbonique marqué avec cet atome de carbone 13. Et à ce moment-là, on fait souffler le patient, et dans l'air expiré, il va y avoir ce gaz carbonique marqué avec une composition différente de celui de l'air qui, essentiellement, est fait de carbone 12. Et donc, on va analyser ça. Alors, pendant assez longtemps, il a fallu coupler ce test de détection à un gros spectromètre de masse, donc une technique très lourde physique. Mais maintenant, il existe de petits spectromètres infrarouges qui permettent de détecter, dans un cabinet ou dans une structure hospitalière, le carbone 13 tel qu'il est émis par les patients. En fonction de la quantité de carbone 13 émise, de gaz carbonique carbone 13 émis, eh bien on pourra savoir s'il y a une forte activité uréase. Et il n'y a pas de faux positif. La forte activité uréase, quand elle est présente, elle est forcément due à Helicobacter pylori. Est-ce que vous avez compris le principe de ce test? D'accord. Bien. Alors le deuxième test important, très communément pratiqué, parce que vous savez que le diagnostic de l'ulcère à l'estomac et de l'ulcère duodénal se fait essentiellement par fibroscopie. Donc il y a déjà une technique semi-invasive pour aller voir l'étendue des lésions, pour éventuellement aller prélever. Et donc les gastro-entérologues qui pratiquent ce type de test peuvent réaliser directement, là encore, au chevet du patient ou dans leur salle de consultation, un test sur un petit morceau de biopsie. Comme ils vont au cours de la fibroscopie, être capable de biopsier facilement les lésions, ils peuvent remonter un morceau de biopsie, et sur ce morceau de biopsie, s'il y a une infection à Helicobacter, il y a beaucoup de bactéries. Et ces bactéries nombreuses ont une forte activité uréase. Donc il suffit de mettre un réactif qui révèle l'uréase, et instantanément, on a une belle couleur rouge-violette qui apparaît, et on sait que sur le petit morceau de biopsie, l'activité uréase signe la présence d'Helicobacter pylori. Donc deuxième test très important. Alors ça a posé pas mal de problèmes aux biologistes parce que c'est une infection extrêmement répandue, donc potentiellement lucrative. Et vous voyez que les deux tests là échappent totalement au laboratoire puisqu'ils se font tous les deux au lit du patient par le praticien qui l'examine. Il existe néanmoins des techniques de culture, mais elles sont tellement fastidieuses que finalement beaucoup de bactériologistes, en particulier en ville, ont eu leurs critiques parce que c'était trop difficile à cultiver, et se contentent de laisser les gastro-entérologues faire leur travail avec des techniques au lit du patient. La culture est très fastidieuse parce que la bactérie est extrêmement fragile, il faut des milieux très spécifiques, ça coûte très cher. Et là encore, on va obtenir une bactérie qui ressemble à Campylobacter, qui pousse en 3 ou 4 jours, qui est oxydase positive, qui a ce bel aspect en tire-bouchon qu'on a vu tout à l'heure avec Campylobacter, qui possède une oxydase, une catalase et naturellement la fameuse activité uréasique qu'on va mettre à profit également dans les laboratoires. On teste les colonies, si elles sont uréase+, on a confirmé qu'on avait bien Helicobacter pylori. Alors vous me direz à quoi ça sert d'avoir une culture, alors qu'il y a deux tests qui peuvent être réalisés beaucoup plus facilement. Eh bien, comme d'habitude, la culture sont des bactéries vivantes et ça permet de tester la sensibilité aux antibiotiques. Et comme il y a de plus en plus de souches d'Helicobacter pylori qui sont résistantes aux antibiotiques, vous allez voir que le traitement, c'est un traitement antibiotique, eh bien, de plus en plus, on va avoir besoin de recourir à la culture pour avoir des souches d'Helicobacter et expliquer des échecs de traitement qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.
Donc la bactérie incurvée, comme Campylobacter, elle est microaérophile. Donc vous avez sur vos polis, et vous l'aurez quand vous aurez récupéré le document, un petit schéma qui vous résume les techniques de mise en évidence de la bactérie à partir du prélèvement fibroscopique de toute façon, puisque dans tous les cas il doit être fait, la technique de culture sur des boîtes de pétri, ici, et puis l'identification grâce à l'uréase et à l'examen direct, et puis en amont, l'analyse histopathologique directe de la biopsie avec un test à l'uréase. Il faut absolument que vous connaissiez le traitement de cette infection qui est à la fois fréquente et grave et qui va solliciter, qui va faire que vos patients vont beaucoup vous solliciter. Pendant très longtemps, on a utilisé différents composés, on a surtout utilisé des antiacides. On avait mal à l'estomac, on se disait c'est l'acide, et si c'est l'acide qui fait l'inflammation, alors en utilisant des antiacides ou des pansements gastriques, on va réussir à traiter. Donc les pansements gastriques sont essentiellement des substances très visqueuses qui vont s'étaler dans le tube digestif et dont on espère qu'elles vont empêcher l'acidité d'attaquer la muqueuse. Ça ne marche pas très bien, ou en tout cas seulement dans les formes peu sévères. Et ensuite, on a utilisé historiquement les sels de bismuth. Ce sont des composés extrêmement toxiques. Ça a tué un certain nombre de gens, en tout cas ça a donné des encéphalopathies à un certain nombre de gens, mais c'était extrêmement efficace. Et ça a vraiment été le traitement dans les années 60 de l'ulcère gastrique, un traitement vraiment puissant avec une absence de récidive qui était notable. Et on s'est aperçu bien des années plus tard que le bismuth avait un vrai effet antibiotique, et c'est probablement pour ça qu'il était si efficace sur ce qui s'est avéré être une infection. Donc maintenant, comme dans les années 80, on s'est aperçu qu'empiriquement, les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des antiacides très évolués, étaient très efficaces pour soulager les douleurs des gens qui ont des gastrites, des gens qui ont des ulcères. Eh bien, on a continué à les utiliser. Ils n'ont pas à proprement parler d'effets antibiotiques sur Helicobacter pylori, mais en revanche, ils sont très actifs sur les symptômes. Donc, on va utiliser ces inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez, ce sont ces molécules dont le nom se termine par prazole, comme l'oméprazole, le Mopral. Et simplement, on va les prescrire à la double dose habituelle de ce qu'on fait pour de simples douleurs gastriques. Et donc, il existe des formes galéniques maintenant doublement dosées. Et il faut absolument associer à ce traitement au moins 2 antibiotiques, d'où le nom de trithérapie. Et ces 2 antibiotiques doivent être choisis parmi l'amoxicilline, la clarithromycine, qui est une version ou un dérivé de l'érythromycine avec une bien meilleure activité sur Helicobacter pylori et une bien meilleure pharmacocinétique. Et puis, le 3e choix, c'est le métronidazole. Donc, on choisit 2 antibiotiques parmi ceux-là et on utilise un inhibiteur de la pompe à protons à double dose. Il n'y a qu'en faisant ce traitement et en s'assurant de la compliance du patient qu'on a une chance de limiter les récidives et le risque de cancer digestif. Malheureusement, il y a énormément d'échecs qui font que depuis 4 ou 5 ans, on commence à dire qu'il y a de l'émergence de bactéries résistantes, les antibiotiques ne sont pas adaptés, il faudrait en trouver d'autres. En réalité, des études épidémiologiques vraiment sérieuses montrent que la résistance à la clarithromycine, elle a vraiment émergé, puisque 15% des souches en 2005 étaient résistantes à la clarithromycine, mais en revanche, la résistance à l'amoxicilline et au métronidazole, elle existe très très peu. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, en choisissant amoxy et flagile, clamoxyl et flagile, avec l'inhibiteur de la pompe à protons, on doit être tout à fait actif. Le principal problème, c'est la mauvaise observance. Et curieusement, cette mauvaise observance, le fait que la trithérapie n'est pas prise, le fait qu'au bout de 3 jours de flagile, on a en général très mal au ventre, plus à l'estomac mais au ventre, et que ça donne la diarrhée, eh bien c'est ce qui va faire que ce sont des sujets jeunes qui, soulagés dès la première prise d'inhibiteurs de pompe à protons, ne vont pas prendre la suite du traitement. Donc c'est chez vos sujets jeunes que vous trouverez finalement le plus fort taux de récidive parce que la compliance initiale au traitement n'a pas été bonne. Et puis, autre phénomène important aux récidives et à la gravité des infections à Helicobacter pylori, c'est le tabagisme. Et je crois qu'il devient de plus en plus facile de conseiller à ces patients d'arrêter le tabac.
tout cas les mesures coercitives dans les lieux publics vont sans doute aider à ça, elles auront peut-être cette vertu-là. Et l'arrêt du tabagisme est quasiment indispensable pour soigner les formes récidivantes d'ulcères à l'estomac. Voilà. Donc je vous rappelle que ça a été le prix Nobel de l'année dernière, ça a aussi été la question d'examen, mais pourquoi pas cette année? Et c'est une bactérie extrêmement importante, c'est probablement avec les staphylocoques ce que vous rencontrerez le plus souvent dans votre pratique des maladies infectieuses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et la prochaine fois, je ne sais pas ce que nous ferons, mais ça doit être Pseudomonas aeruginosa.